Monsieur Kalombo, bonjour. Et bonjour Etienne. Oui, vous êtes président de l'ASPL qui s'appelle APRODEC. Et les auditeurs des Congo One, bon, les lecteurs des Congo One vous connaissent déjà. Voilà qu'on vous retrouve une fois de plus pour parler du processus, de l'évolution du processus électoral au Congo. La CENI a accepté les principes de l'audit du fichier électoral. Quelle forme doit prendre cet audit selon vous? Oui, merci pour la question Etienne. Pour nous, à la PRODEC, nous estimons que l'audit du fichier doit prendre plusieurs formes. Il ne s'agit pas pour nous d'aller pour les experts que les partis d'opposition vont nommer, ils aillent faire du tourisme. Ça veut dire qu'ils rentrent dans les bâtiments de la CENI, on leur présente seulement le matériel, les types de serveurs qu'ils ont achetés et comment ça fonctionne, comme l'a dit Ngwelmunda. Il s'agit véritablement d'un véritable audit, et l'audit consiste à comparer le fichier des électeurs. Je donne un exemple, bon, ça peut prendre plusieurs formes, et il y a certaines choses que je ne dirai pas pour qu'il y ait effet de surprise, évidemment. Donc, je donne un exemple, comparer que la CNI donne, par exemple, la contenu même du fichier de cette année, et pour le comparer avec le fichier de 2006. Ça permet de savoir quels sont les nouveaux électeurs, les identifier, et identifier les anciens électeurs qui se sont fait enrôler cette année. Et une autre forme d'audit peut aussi consister à un audit financier. Ça permet à l'opinion de savoir exactement quel a été le nombre exact des centres d'inscription des électeurs, puisque pour finir, on a plusieurs chiffres. D'un côté, on nous parle de 8000 centres, de l'autre côté, on nous parle de 9000, il y a des chiffres qui sont tellement élastiques, on ne sait pas le nombre exact. Or, un audit financier va nous permettre de savoir quelles sont la masse salariale débloquée pour quel nombre d'agents. Et par rapport, je donne un exemple, au nombre de présidents de centres d'inscription, on pourra savoir quel a été le nombre de centres le nombre exact de centres d'inscription. Autrement, il y a eu emploi fictif. Donc, si emploi fictif, donc il y a eu des centres fictifs. Donc, l'audit peut aller dans tous les sens. Et ça, je crois que le président de la CNI a compris le danger d'un audit sérieux. Et c'est pour ça qu'il a il a rajouté une autre condition, celle d'avoir l'accord, ou bien que le parti de la majorité délègue pour leur part des experts aussi. On se pose la question, d'autant plus que la majorité présidentielle n'a pas posé le problème de la fiabilité du fichier. Donc, en parlant de l'audit du fichier électoral, l'opposition a désigné des politiques en lieu et place d'experts. Pensez-vous que à ce niveau-là, ils pourront facilement s'y retrouver? Je parle au niveau de l'expertise, parce que il s'agit des matières qui sont quand même assez techniques. Il y a Moubak qui a été désigné et Jean-Lucien Boussa. Pensez-vous que ces gens soient assez compétents pour comprendre ce qui se trame au niveau du fichier à la CENI? Non, en fait, je crois qu'il y a eu un peu de confusion. Il y a la confusion qui a été, un peu de confusion qui a été sémée par la presse d'obédience de la majorité présidentielle. Les trois représentants de l'opposition, selon les informations que nous avons aussi surpris par une telle chose. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que les trois membres de l'opposition ont été chargés de trouver, si vous voulez, les experts en informatique, plus précisément, des experts non seulement en programmation, mais des ingénieurs système, en fait. Donc, c'est les trois qui sont chargés de trouver l'équipe de 3 ou 5 experts, selon le dernier chiffre, 5 experts pour le compte de l'opposition. C'est pas eux, bien évidemment, qui vont aller faire un fichier, en tout cas du moins la partie technique de la vérification du système même qui est dans le serveur. La conférence épiscopale du Congo compte fournir 30 000 observateurs
Est-ce que cela pourrait réduire l'ampleur de la fraude annoncée? Bon, je crois que l'ampleur de la fraude annoncée est telle que tout est bon. S'il y a des observateurs, plus il y en a, mieux c'est. Mais par expérience, nous savons que vous pouvez mettre autant d'observateurs s'ils ne savent pas comment observer et s'ils sont là dans le but de meubler le bureau le bureau de compilation, ils servent strictement à rien. Donc pour nous, l'essentiel c'est que ce soit de l'Église, que ce soit des confessions religieuses plutôt, que ce soit de partis politiques et des candidats indépendants, que ces experts soient outillés de sorte qu'à bien vérifier le problème. Donc il va de l'accueil des électeurs, de leur expliquer comment voter pour ceux qui ne sont pas informés, et jusqu'à voir comment on accompagne les électeurs évidemment qui ne sont pas les non-lettrés, et vérifier si la compilation fonctionne normalement, et si le dépouillement, le mécanisme de dépouillement se déroule sans problème, et puis voir comment les PV sont rédigés. Donc si l'Église peut participer positivement dans cette démarche, tant mieux. Nous demandons qu'il y ait le maximum d'observateurs et de témoins, surtout de candidats et de partis politiques, pour enfin réduire tant soit peu l'ampleur de la fraude, puisqu'elle est annoncée, elle sera massive en tout cas. Plusieurs observateurs continuent à émettre des sérieuses réserves par rapport aux chiffres publiés par la CENI sur la révision du fichier électoral. Quelles sont les provinces qui posent problème? Oui, en somme, toutes les provinces posent problème. Quand je dis toutes, c'est toutes. Mais maintenant, parmi les provinces, toutes les provinces, les 11 provinces qui posent problème, il y en a où il y a beaucoup plus de problèmes qu'ailleurs. Donc, notamment, le cas du Nord Kivu, ce qui est le cas le plus connu, où on a vu, par exemple, je vais prendre des chiffres très vite, au Nord Kivu, nous avons vu que le cas de Goma, par exemple, où il y a une augmentation de 19% par an de la population. Donc en fait, si on fait quand on fait la différence entre le nombre d'électeurs enrôlés en 2005 et celui des nombres d'électeurs enrôlés en 2006, et on trouve une différence de 171 226 électeurs. Et là, quand on calcule le taux d'accroissement moyen du corps électoral, on voit qu'on a près de 95% du taux d'accroissement du corps électoral. Or, le corps électoral croît en même temps que la population générale. Maintenant, si on divise ce pourcentage de 95% sur 5 ans, on fait ça par an, ça nous donne un chiffre de 19% du taux d'accroissement du corps électoral. Or, ce taux d'accroissement doit être identique au taux d'accroissement de la population générale. Et l'ONU a calculé ce taux-là, et il a dit que faire de l'ONU en démographie, ils ont fixé ce chiffre du taux d'accroissement entre 2,8 et 3%. Or, ici, on se retrouve avec un chiffre de 19%, ce qui est complètement aberrant. Et le même calcul, on l'a refait à Niragongo, ça nous donne une augmentation de 32% l'an, alors que ce chiffre devait être au maximum de 3%. Et c'est pas que le Nord Kivu, on peut aller plus loin, au Maniema, c'est la province orientale. Au Maniema, je vais prendre un exemple. Au Katanga, par exemple, à Kolwezi, on a une augmentation de 13% par an de l'accroissement de la population, puisque en parlant du corps électoral, les gens ne voient pas ce que c'est la population qui croît. Donc 13%, c'est trop, ça doit être de 3%. On prend un autre exemple rapidement à l'Équateur. Là, c'est pire, puisque les gens pensent que la tricherie sera seulement à l'Est. À l'Équateur, c'est encore pire. Je peux prendre l'exemple vite fait de Mobaïmbongo, où l'augmentation est de 14% par an. Donc, c'est excessif.
Donc, même dans les provinces les plus anodines, comme, je prends un exemple, le Bas-Congo, attendez, au Bas-Congo, je prends l'exemple ici de Kassangou, l'augmentation est de 8%, alors qu'il devait être de 3% au maximum. Dans le Bandundu, c'est la même chose. À Fetchi, on a une augmentation de 22% par an de la population. C'est pas normal. Parlons un peu du cas. Je peux continuer ainsi pour vous dire que la fraude, en fait, elle est là. Mais, Monsieur Kalombo. Dans des territoires isolés comme ça, où vous n'avez aucune mauvaise présomption là, ils augmentent le nombre d'électeurs par-ci par-là, et ce sont ces électeurs-là qui vont bourrer les bureaux de vote avec ces électeurs. Parce que c'est pas normal qu'une population augmente de plus de 3% en Afrique. On peut supposer qu'il y a eu de migration, mais comment voulez-vous expliquer l'augmentation de 14% à Mobalimbongo, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des migrants qui seraient venus d'où? Et l'exemple de Fetchi, ils sont venus d'où? À Kaemba, ils sont venus d'où? On peut toujours dire oui, ils sont venus de l'Angola. Mais si on descend, je prends au Bas-Congo, à l'Équateur, à Bassan-Koussou, 11%, ils seraient venus d'où, tout ce monde-là? Donc, la fraude, elle est là, et nous, on l'a quantifiée, et ça nous permet de coincer quelque part ces gens qui ont cru qu'on pouvait manipuler les chiffres indéfiniment. Voilà. Parlons un peu du cas de la ville, province de Kinshasa. Plusieurs gens s'étonnent de voir que Kinshasa, qui compte une population autour de 8 millions, est moins d'enrôlés, par exemple, que les Katanga. Les Katanga plafonnent à 4 millions d'enrôlés, et à Kinshasa, je pense qu'ils n'ont même pas atteint 3 millions d'enrôlés. Comment vous expliquez cette situation? Bon, on a émis plusieurs hypothèses, notamment, il faut rappeler à l'opinion que la révision du fichier a commencé à Kinshasa. Donc, il était question d'enrôler seulement des nouveaux électeurs. Donc, se basant sur le fichier de 2006, donc, il fallait seulement ajouter des nouveaux électeurs, des gens, des électeurs qui auraient suivi le mot d'ordre de boycott de l'UDPS, et les nouveaux adultes en âge de voter. Donc, le processus de révision du fichier a commencé à Kinshasa en 2009, donc de septembre à juin, de juin à septembre 2009, et à Kinshasa, la CI, à l'époque l'ex-CI de Malumalu, avait enrôlé environ 1 300 000 à 1 400 000 électeurs. Les chiffres varient selon qu'on se réfère sur le chiffre de la CNI, de la CI ou ceux du PNUD. Donc, bref, le pouvoir organisateur avait pu enrôler des nouveaux électeurs. Donc, quand on additionne le nombre de nouveaux électeurs de 2009 à ceux de 2006, Kinshasa a atteint facilement environ 4 300 000 électeurs total. Maintenant, quand ils ont vu ça, ils ont pris peur quelque part. Ils se sont dit non, Kinshasa, ça c'est notre hypothèse et on a pu la vérifier. Donc ils ont pris peur, ils se sont dit que Kinshasa c'est une ville-province qui est réputée anti-pouvoir en place. Donc s'est retrouvé avec 4 millions, plus de 4 millions 300 000 électeurs, c'était beaucoup trop pour le pouvoir organisateur. Du coup, ils n'ont plus voulu continuer dans ce sens-là. Ça veut dire faire une révision du fichier. Au lieu de cela, ils ont opté pour l'établissement d'un nouveau fichier. Parce que appeler tous les électeurs devant les machines, ça consiste à constituer un nouveau fichier. Et vous comprenez ce que ça fait comme dépense pour un pays qui est sous perfusion de la communauté internationale, pour un pays qui bénéficiait des allègements, qui était dans le processus d'allègement de la dette mécanisme de PPTE. Donc, un pays pareil qui s'est permis le luxe de procéder d'une manière qui ne respecte pas la logique économique. Donc, face à une telle situation, il fallait une solution qui est la moins coûteuse. Au lieu de cela, ils ont opté pour l'achat d'encore des machines
payer du personnel pour tout ce processus. Mais c'est complètement aberrant. Au lieu d'attendre 6 millions, maintenant on attendait 32, plus de 32, 31 millions en tout cas selon les estimations. Ce qui est complètement aberrant. Voilà en somme le mécanisme qui a fait que, maintenant en rappelant les électeurs de Kinshasa, bien évidemment, on ne sait plus s'ils sont venus totalement ou bien s'ils ont plafonné puisqu'on ne maîtrise plus rien. Parce que même ceux qui étaient venus en 2009, on leur a demandé de revenir soi-disant pour modifier le code pour qu'on imprime le code d'identification du bureau de vote sur les cartes. C'est complètement aberrant. En principe, ça devait être d'office. Leurs cartes, ils ne devaient pas revenir. Donc ceux qui ne sont pas revenus, ils sont plus repris sur la liste électorale. Donc vous comprenez que tout ça a fait qu'il y en a qui ne savaient pas. En tout cas, nous, selon les informations que nous avons, beaucoup de gens ne savaient pas qu'il fallait revenir. Ils sont restés simplement chez eux à la maison. Donc, on ne sait pas juste ce qui s'est passé pour que Kinshasa ait moins d'électeurs. Donc, en somme, il y a un gap d'environ 1 million 200 000 électeurs. Donc, de perdu, ce qui fait que Kinshasa, maintenant, a perdu 7 sièges. Voilà, en somme. Passons maintenant au candidat. Vous savez que le processus est entré dans sa phase délicate. La liste des candidats à l'élection présidentielle a été publiée et certains candidats affirment n'avoir pas été retenus par la CEI de manière régulière. Ils sont même allés devant la justice et n'ont pas obtenu gain de cause. Je cite ici notamment le cas de M. Moka, le révérend Moka. Quelle lecture avez-vous par rapport à cette situation? Oui, je crois que chaque candidat a déposé, est allé déposer son dossier à la Cour suprême en gros, pour ne pas citer chaque cas. Donc, en gros, les candidats ont eu ce problème de ne pas avoir payé la caution à temps. Donc sur les 5 candidats, 3 sont dans les cas. Mais un parmi eux, il prétend qu'il a eu des problèmes pour rentrer sur le territoire, les territoires congolais qui seraient empêchés au niveau de la frontière. Il était à Brazzaville pour traverser, je pourrais citer son nom, c'est Jean-Pierre Le Congo Limbala. Donc lui, il a eu des problèmes au niveau de la douane et c'est ce qui a retardé le dépôt de sa candidature. Donc en gros, les raisons pour lesquelles la Cour suprême a débouté toutes ces candidatures sont, à notre avis, plus ou moins justes. Voilà en somme. Passons maintenant au cas de Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas pu se présenter aussi. Thomas Louaka, qui est secrétaire général du MLC, affirme que toutes les démarches de leur côté ont été menées par rapport au gouvernement congolais de manière à créer les conditions à permettre à Jean-Pierre Bemba de retourner au Congo pour poser sa candidature. Et le gouvernement congolais n'a pas accédé aux demandes du MLC, ce qui a mis Bemba dans l'impossibilité de retourner au Congo pour présenter sa candidature. Que pensez-vous par rapport à cette situation? Oui, merci pour la question. On a produit un document, la PRODEC a produit un document là-dessus qui date du 16 septembre ici. Et dans ce document, on a pu étaler, on a explicité, on a plus qu'explicité ce qui s'est réellement passé. En effet, la défense du sénateur Bemba avait introduit une demande de libération provisoire pour que Jean-Pierre Bemba retourne au Congo pour accomplir ses devoirs civiques. Maintenant, dans la demande, il était question que la Congo puisse donner des garanties sécuritaires pour éviter que l'accusé, donc que Jean-Pierre Bemba, puisse prendre la fuite. Donc selon les craintes, entre guillemets, selon les craintes formulées par le procureur, Luis Moreno. Maintenant, il s'est fait que, malheureusement,
le gouvernement congolais n'a jamais répondu à la défense. Et le sénateur Bemba a entrepris d'écrire personnellement à M. Kengo Adondo, l'actuel président du Sénat, pour lui demander d'intercéder auprès du gouvernement, afin que le gouvernement puisse donner les garanties sécuritaires nécessaires pour sa liberté provisoire. Mais bon, malheureusement, on a démontré en publiant les pièces du dossier, que M. Kengo, au lieu d'intercéder normalement, donc ça veut dire trouver les voies et moyens pour que le gouvernement soit interpellé par ce cas, puisque jusqu'à preuve du contraire, M. Bemba est toujours sénateur en fonction. Donc, au lieu d'amener les parlementaires à déposer une motion et à interpeller le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est en charge du dossier de la sécurité du territoire et de la sécurité intérieure, et d'interpeller le Premier ministre, malheureusement, M. Kengo a écrit seulement une lettre, a répondu à M. Bemba, à la défense, pour dire que M. Bemba a le droit de venir au Congo pour accomplir ses devoirs civiques. Ce qui ne résout pas le problème, puisque tout le monde le sait, et le président de la CNI avait produit une correspondance allant dans ce sens-là déjà vers la mi-juin, quand la première demande a été introduite. Donc, pour nous, on a estimé que Bemba a été quelque part abusé de sa confiance, puisque M. Kengo, c'est un juriste chevronné, il savait pertinemment, enfin, il savait ou il aurait dû savoir que sa lettre était de nul effet, comme on dit. Donc, malheureusement, il a produit cette lettre, sachant très bien en âme et conscience que ça n'allait nullement affecter la de Bemba, parce que ça n'apportait pas un élément nouveau par rapport à toutes les décisions négatives qui ont précédé. Donc voilà en somme ce qu'on a pu relever. Et dans le document d'ailleurs on a relevé aussi le fait que les sénateurs même, les parlementaires même du MLC eux-mêmes pouvaient entreprendre cette démarche sans pour autant passer par M. Kengo. On a vu qu'ils ne l'ont pas fait, malheureusement. La raison pour laquelle ils n'ont pas fait, je ne sais pas. Donc, c'est une démarche qu'ils auraient dû faire depuis le début de la procédure. Donc, depuis que M. Bemba a été arrêté, cette démarche devait être entreprise par les parlementaires du MLC même. Maintenant, les autres candidats aussi, on a relevé le fait que M. Vital Kamerhe était aussi président de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais initié une telle procédure. Donc, ça veut dire l'interpellation du ministre de l'Intérieur successif et de Premier ministre successif. Donc, le cas de Zanga Mobutu, il était ministre du gouvernement Gizenga 1, Gizenga 2 et Muzito. Il n'a jamais, en interne, au niveau du Conseil des ministres, soulevé ce problème-là du sénateur Bemba. Et ainsi de suite. Donc, c'est un dossier au-delà de la politisation, comme on aime bien le dire, de la CPI. Mais le problème se pose aussi au niveau même de nos institutions. On comprendrait que la majorité présidentielle ne veuille pas voir Jean-Pierre Bemba retourner au pays. Mais qu'ont fait les autres? Qu'est-ce que les parlementaires de l'opposition ont fait pour Bemba? C'est ça la question qui reste posée. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Certains disent que Bemba au pays, sa présence au pays n'arrange pas grand monde, y compris dans son propre camp, parce que quand on voit que ce dossier a été traité de la sorte, nous, au niveau de la PRODEC, on se pose toujours des questions. On se pose des questions sur ce dossier-là. Voilà en somme le dossier Bemba et les élections et la CPI. Bon, voilà, nous allons maintenant passer au cas de Ngoï Mulunda et Jacques Njoli, qui séjournent depuis 3 jours ici en Belgique. On a vu sur le net, ils ont rencontré les Bana Congo, les activistes de la diaspora congolaise. Mais pour vous, à Prodec, si vous avez l'opportunité de rencontrer Ngoï Mulunda aujourd'hui et Njoli, qu'est-ce que vous leur direz? Bon, ils font le job pour lequel ils sont payés. Donc, nous
tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils fassent, allez, qu'ils aient un peu d'amour pour leur pays, pour finir. Au-delà de l'enrichissement personnel, donc c'est l'avenir de tout un pays qui se joue au final dans cette affaire. C'est l'avenir de 70 millions de Congolais qui se jouent. Donc, moi je leur demanderais seulement d'un peu de sursaut d'orgueil et de revenir à la raison face à l'ampleur de la tricherie, parce que depuis qu'on a commencé à dénoncer le mécanisme de fraude, on n'a jamais été contredit, on n'a jamais vu un document produit par la CENI qui contredirait tout ce qu'on a dit depuis le début, chiffre à l'appui, puisque ce ne sont pas de... Mais ce n'est pas tout de même facile de diaboliser Ngoï Mulunda ainsi, parce que il ouvre bien les portes de la CENI à l'opposition, donc il fait preuve de sa bonne foi. Voilà. Donc, pourquoi d'emblée lui prêter toutes ces intentions de fraude? Non, on ne prête pas des intentions de fraude. On a démontré qu'il y a fraude. On a démontré qu'il y a, en tout cas, les préparatifs, disons, de fraude. La fraude, elle est comme je vous ai montré. La fraude, elle est déjà là. La population ne peut pas croître au-delà de 3% par an. Donc, il reste à démontrer s'il y a eu un flux massif d'immigrants, des migrants, ça, la question reste posée. Mais non, il y a des territoires où il n'y a rien, puisqu'on a fait des vérifications à Mumbai-Mbongo, il n'y a jamais eu de... Bien au contraire, les gens nous ont dit que les gens ont tendance à partir de ce coin. En fait, il n'y a pas eu un flux d'immigrants. Donc, à Kaemba, la même chose. Bon, là, on peut encore discuter. À Kwamut, il n'y a pas eu d'afflux. Donc, on peut continuer ainsi. On a la preuve est là. La preuve est là dans l'annexe de la loi électorale. La preuve de la tricherie est là. À côté de cela, on avait démontré avant que on a démontré le mécanisme par lequel ils avaient triché. Ils ont acheté, ils ont commandé un nombre pléthorique de cartes d'électeurs. On n'a jamais eu de réponse jusqu'à présent. 49 millions de cartes pour 32 millions seulement d'enrôlés. La différence, elle est où? 7 millions de cartes. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais si vous avez l'occasion de les rencontrer, qu'est-ce que vous lui diriez par rapport à ces processus, vous de la Prodec? Donc, nous, on va leur dire simplement qu'ils fassent leur travail, mais qu'ils sachent, qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire, puisque bon, ils sont payés pour ça. Ils sont payés, du moins, Ngoï Mulunda et les autres sont peut-être rentrés dans la danse après. Ils sont payés pour faire le travail qu'ils font, en tant que Ngoï Mulunda. Ils font le travail, ils terminent le travail de Malou Malou, qui était expert au niveau du bureau de service d'études stratégiques de la présidence. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais démissionné, lui et son neveu Flavien Michoni. Donc, pour nous, on n'a fait que terminer le travail que Malou Malou a commencé. C'est celui de préparer la réélection de Kabila. Bon, maintenant, à côté de ça, nous, tout ce qu'on peut lui dire, c'est de continuer le travail pour lequel il est payé, mais qu'il sache qu'il y aura des comptes à rendre. Un jour, il y aura des comptes à rendre. Le jour où il y aura un état de droit, tout ce monde-là aura des comptes à rendre devant leur juge. C'est pas compliqué. Donc vous ne lui faites pas confiance, en somme? Non, pas du tout. La preuve est là. La preuve est là. La moindre des choses qu'ils auraient pu faire, c'est répondre à nos différents courriers. Il n'a jamais répondu. Quand si vos lecteurs vont sur notre blog, ils verront bien que le nombre de documents qu'on a produits par rapport à ce processus. Et on n'a jamais été contredit puisqu'ils n'ont pas d'argument. Nous, on se fonde sur leurs propres documents. Les documents de la CNI, de la CI, du PNUD et de la division électorale de la MONUSCO. Donc, tout ce qu'on a produit, on les a confondus avec... grâce à leur propre production. Donc, on est inattaquable. Ils n'ont pas de réponse. Tout ce qu'ils se contentent, ils lancent des arguments en l'air quand ils sont... Puisque j'ai un peu son intervention à Bruxelles face aux représentants de Bana Congo. Donc, le débat
Lui, il aime les débats comme ça, hein, basés sur pas des données chiffrées, et il argumente, il donne des arguments en l'air, il se contredit. Et voilà en somme le débat qu'il aime bien. Mais un débat chiffré comme ça avec des ONG expertes en la matière, ou bien avec des associations qui suivent ce processus de très près, chiffre à l'appui, il n'a aucun argument. Voilà en somme le problème. Voilà, j'espère que dans les prochains jours, vous aurez l'occasion de la rencontrer. Voilà, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.